Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations pour votre journal externe. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous avons Fabrice Grolot, responsable du service contrôle, médiation, sûreté, ainsi que son collègue Siaka Dumois Ali, délégué FO de la société Matisse Mayotte. Mais tout d'abord, voici les titres. Elle élève des quadruplés difficiles, n'ayant pas de domicile fixe. Opération de contrôle des réseaux de bus avec le service contrôle médiation sûreté. Bon nombre de familles en situation dévassane à La Réunion sont sans domicile. Nous sommes allés à la rencontre d'une mère de famille de quintruplés qui a donné naissance à ses enfants sur l'île. Reportage. Des centaines de familles comme celles rencontrées dans le cadre de ce reportage, venues pour bénéficier de meilleurs soins médicaux, se retrouvent sans domicile sur le département de La Réunion. Je suis venue accoucher à La Réunion. Après avoir renouvelé 3 fois mon récépissé, la préfecture ne veut plus me renouveler mes papiers. J'ai accouché ici et je souhaite être régularisée pour que mes enfants puissent aller à l'école. J'aimerais que les administrations m'aident pour régulariser ma situation. Je devais accoucher de 3 bébés. Au final, une fois à La Réunion, on m'a dit qu'ils étaient 4. Je ne souhaite pas retourner à Mayotte, car là-bas, même avec un séjour, la vie est très compliquée. J'ai besoin d'aide pour m'installer ici, avec mes enfants. Maintenant, je vis au foyer. On nous donne à manger. J'ai un endroit pour dormir. Je suis arrivée au foyer en mars 2020. Mais avant, j'étais hébergée à droite à gauche. Et parfois, je me retrouvais dehors. Fatima, avec l'aide des bénévoles et grâce aux dons, apporte une aide alimentaire et de première nécessité. Elle a tout fait, un CIMA, de OFI, tout ça. Et là, la problématique en ce moment, c'est qu'on lui dit toujours, ouais, elle n'a pas d'adresse, Mais ses enfants, ils ont 3 ans, ils ont besoin d'aller à l'école aussi. Et voilà, elle a besoin qu'on ouvre cet accès-là aussi pour aller à l'école. Le moyen d'action, pour l'instant, on connaît quelques élus à droite à gauche, donc on en parle, hein, mais on n'a pas vraiment encore de possibilité de pousser un peu plus haut. Mais c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas de lancer des appels pour venir en aide à ces personnes qui souffrent. Oui, il y a une jeune fille qui nous a appelé, elle nous a dit « Je suis comorienne de l'île de Mayotte, je suis de la nationalité française, je suis enceinte de 8 mois et je suis à la rue. » Donc là, pareil, on l'a rencontrée avant-hier et on essaie de faire tout pour lui trouver quelque part un toit pour ne pas qu'elle accouche à la rue. Et donc on a rendez-vous avec elle demain, jeudi, pour lui faire visiter un appartement parce que dans le privé, on a quelques réseaux. Et Inch'Allah, on espère qu'elle aura un toit sur la tête d'ici peu. Des contrôleurs de bus mènent actuellement une opération de lutte contre la fraude et l'insécurité sur les réseaux de transport commun de La Réunion. Siaka Dumois Ali, délégué FO de la société Matisse de Mayotte, est actuellement en immersion à La Réunion en tant qu'agent de contrôle, médiation, sûreté, reportage. Mobilisés avec une grosse effectif, les contrôleurs de bus s'assurent que chaque passager ait un titre de transport valide. Donc aujourd'hui, c'est une opération interréseau sur le réseau Citalis. Donc on a mis en place un calendrier d'opération sur l'ensemble des réseaux de l'île qui nous permettent de réunir l'ensemble des contrôleurs sur un réseau, sur un créneau horaire précis, donc pour pouvoir avoir un maximum d'effectifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le réseau Citalis, on a des contrôleurs des réseaux partenaires Alternéo, Car Ouest, Estival, Car Jaune. Et bien sûr les contrôleurs du réseau Citalis, ça nous fait à peu près une centaine d'agents, plus les forces de l'ordre, ce qui nous permet d'occuper tout le réseau, de mettre la pression sur des opérations de contrôle, sur des actions de prévention, pour garantir une qualité de service sur les réseaux de transport en commun.
Siaka profite de ses vacances pour travailler avec ses collègues réunionnais, une expérience qu'il souhaite transposer au réseau de transport scolaire de Mayotte. Alors, pour moi, c'est comme je dis avec mon collègue, on travaille à 100%, à 90%, à 100% pour l'amélioration et l'optimisation de la situation à Mayotte. Et donc, pour moi, en arrivant là-bas, donc c'est de regrouper, d'être aussi, d'essayer de collaborer avec tous ces chaînes, les opérateurs et la préfecture, le vice-rectorat, les rectorats et les autres chaînes la mairie, pour qu'on trouve une solution pérenne pour Mayotte et mettre aussi en œuvre comme l'expérience. Vous avez vu comment la situation, comment il travaille en réseau, et c'est en cela que je suis là. Ce qu'on a dit de concurrence, il n'y a pas de concurrence dans le réseau parce que on vit de c'est la complémentarité, mais il n'y a pas de dire que bon, parce que l'autre est meilleur, l'autre n'est pas meilleur, non, c'est la chaîne de sûreté, comme l'a dit mon collègue, c'est la chaîne de sécurité, la sécurité qu'on doit redynamiser sur le territoire. Cette opération d'action de lutte contre la fraude et l'insécurité sur les transports en commun de la Réunion s'effectue sur le réseau Citalis. Une autre action de contrôle aura lieu en juillet sur le réseau Car Ouest. Oui, alors effectivement, on travaille en partenariat avec nos homologues de Mayotte, où les problématiques sont encore différentes. C'est en termes d'incidents, d'agressions, on est dans un contexte qui est particulier, où il va falloir adapter les moyens avec un plan d'action particulier, notamment pour la prochaine rentrée. Transdev Mayotte va prendre ses fonctions. Et l'idée, c'est d'optimiser les méthodes qui sont déjà existantes, qui sont très bien, mais d'apporter une plus-value au niveau de la formation, au niveau du développement des compétences, au niveau du partenariat, d'optimiser les moyens humains et les moyens logistiques pour pouvoir mettre en place un dispositif qui sécurisera le réseau de transport scolaire mahorais. Comment vous vivez ça? Je pense que votre collègue vous en parle souvent. À Mayotte, on parle de mortalité, on parle de crimes, d'assassinats. Oui. Comment vous vivez ça et selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous parlez de crimes, et effectivement, il y a des études qui ont été faites, des enquêtes. Le taux de crimes, d'actes criminels a explosé. Depuis les 50 dernières années, il n'a jamais été aussi haut en France. À Mayotte, comme je vous disais, c'est encore un phénomène particulier qui illustre ces problématiques par rapport à la criminalité. Effectivement, on fait face à une flambée de violence, des problématiques de bande, des problématiques de représailles, de vengeance, d'actes de vengeance qui provoquent des dommages collatéraux, notamment dans les établissements scolaires, devant les établissements scolaires et dans le transport public. Donc c'est un phénomène qui a explosé, comme je vous disais, les statistiques le montrent. À Mayotte, la situation est très compliquée et mobilise l'ensemble des partenaires, police, gendarmerie, police municipale, opérateurs de transport, agents de médiation, département, rectorat. L'ensemble des partenaires se mobilisent pour pouvoir essayer de canaliser ces problématiques de violence. Mais c'est un problème de fond qui a des sources multiples et qu'on va essayer de traiter pour pouvoir revenir dans une situation normale. Vous faites là aujourd'hui à La Réunion?
Alors, d'abord, je suis sur deux fronts, donc je suis en congé, mais aussi, je suis aussi en immersion avec mes collègues de la Réunion pour aussi ne pas laisser aussi vider le congé comme ça, épurer le congé sans pouvoir aussi acquérir d'autres expériences de nos collègues qui sont ici, qui œuvrent aussi à la même situation que nous vivons à Mayotte. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même situation parce qu'à Mayotte, à La Réunion, ils n'ont pas ces phénomènes de caillassage, de criminalité au niveau des transports Oui, effectivement, bon, il y a certaines choses qui se passent, mais comme ils ont pris devant de cette situation, ils œuvrent quotidiennement pour lutter contre ce phénomène. Donc c'est pourquoi on voit que on voit rarement la situation, des fois ça dégénère, mais c'est pas comme qu'on vit à Mayotte quotidiennement, tous les années, tout le temps, à tout moment, à chaque... Au quotidien. Voilà, au quotidien, quoi. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vos collègues ici arrivent à maîtriser justement ces situations d'agression, de violence et de fraude, et qu'à Mayotte, là-bas, on n'a pas cette sécurité? Oui, alors c'est une chaîne de responsabilités. Et cette chaîne-là n'a pas su être organisée à mieux pour faire face à ce phénomène de criminalité, de violence. Chacun reste dans son coin, dire qu'ils peuvent faire à leur niveau. Or, ce n'est pas du tout dans cette optique. Il faut que la chaîne administrative, la chaîne des acteurs sur le terrain doivent se mettre autour de table, de discuter réellement et pour lutter. Vous confirmez ce qu'il dit, c'est que les différentes personnes concernées par cette sécurité-là ne travaillent pas en partenariat? Tout à fait, ce que dit Siaka est intéressant. Si on veut être efficace, il faut qu'on ait une chaîne de sûreté soit tendue. La chaîne de sûreté, c'est l'implication des différents acteurs, donc l'opérateur principalement, les forces de l'ordre et la justice. Et en l'occurrence pour Mayotte, le rectorat également qui est un acteur très important, et le conseil départemental. Donc il faut qu'il y ait une dynamique homogène entre ces différents acteurs. Et je pense que suite aux derniers événements, il y a une vraie prise de conscience qui a été faite sur le territoire. Et il y a une dynamique qui s'est enclenchée, qui est pilotée par la préfecture. Mais c'est important effectivement que cette chaîne de sûreté soit active et que l'ensemble des maillons de cette chaîne soient liés et soient tendus. Et comment vous vivez cette actualité? Vous êtes ici à La Réunion et on vous envoie, vos collègues vous envoient encore des vidéos, des photos de bus caillassés? Alors, moi, des fois, je l'ai dit, c'est une habitude pour moi. Des fois, ça me saoule, mais des fois, c'est une habitude, donc des fois, je dis qu'est-ce qui encore s'arriver à chaque matin. Je pense que quand je reçois des vidéos, des appels, je pense, voilà, quoi encore qui arrive. Donc c'est vraiment, je suis en congé, mais je ne suis plus en congé parce que je ne peux pas laisser mon congé, prier mon congé sans apporter aussi certains soutiens, amener des complémentarités à mes collègues qui sont là-bas, qui vivent, mais ils ne savent plus de quoi faire. C'est d'où je suis là, j'essaie d'essayer aussi d'être avec mes collègues ici à La Réunion, de voir aussi d'acquérir des expériences qu'ils ont et de optimiser à Mayotte et harmoniser aussi la situation, comparer la situation de ce qui se passe à La Réunion et le faire vivre aussi à Mayotte. Et espérons que nous allons vers un changement, peut-être. C'est pas tout de suite, mais peut-être 1 an ou 2 ans à venir, nous serons
Vous, en tant que syndicat, vous avez aussi des collègues qui ont aussi été agressés. Comment on fait pour vivre ça et comment on fait pour gérer ce genre de... Alors, pour moi, par rapport sur ce volet syndical, nous, notre volet de force, le rapport de force, c'est tout de suite, on cesse le boulot parce que, au vu de la situation, les tensions qui se propagent, qui circulent, on ne peut pas accepter des menaces quotidiennes. Et on va dire, parce que la police ou les forces de l'ordre, de dire, bon, ils seront sur le terrain. Or, à un même moment, on se fait caillasser aux yeux des forces de l'ordre. C'est difficile. Donc c'est difficile, on dit, on vous protège. Or, ceux qui nous protègent, on se fait caillasser devant eux. C'est difficile de vivre ça. Mais même eux, les policiers se font caillasser. Est-ce que les policiers aussi sont en sécurité? Non, mais je pense pas. Mais eux, il faut dire que comme eux, ils sont forcés de le faire. Mais je sais qu'ils sont aussi désœuvrés parce que je n'ai jamais vu de cette manière, attitude très violent, des jeunes très violents, ils ne peur de rien. Donc voilà, c'est pourquoi qu'il y a la chaîne, le volet judiciaire doivent aussi se réveiller à Mayotte parce que c'est en cela aussi. Cette volet-là que nous décrions, nous dénonçons à tout moment que cette volet-là qui nous manque. Parce qu'il y a trop de laxisme au niveau de la justice. Vous en pensez quoi de ce qu'il explique qu'à Mayotte, il y a trop de laxisme au niveau de la justice? Est-ce qu'ici, ce genre de choses pourrait se faire? Je pense qu'il y a un décalage entre les réponses judiciaires et les actes de violence. Après, c'est une revendication qui est globale, je trouve, en France. Et c'est vrai que les institutions forces de l'ordre et justice devraient s'asseoir autour d'une table et tirer dans le même sens. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt deux institutions qui vont dire, d'un côté, la justice va dire les forces de l'ordre sont des fascistes et les forces de l'ordre vont dire la justice est laxiste. Mais effectivement, les réponses judiciaires, on les attend toujours. C'est pas où elles sont. C'est compliqué. Après, il faut qu'elles soient peut-être adaptées aussi. Le tout prison n'est peut-être pas la solution. Il y a des alternatives, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Et s'il y a une entente cordiale et on arrive à trouver un consensus, ça pourra effectivement être un gros levier pour pouvoir nous permettre d'avancer. On disait aussi tout à l'heure que même les policiers, ceux qui sont chargés de la sécurité, eux-mêmes, ils sont en insécurité. Même eux, ils sont victimes. C'est compliqué aujourd'hui pour les policiers de pouvoir faire leur travail correctement. On le voit tous les jours dans les médias, ne serait-ce qu'en métropole aussi, où effectivement ils sont en insécurité. Il y a des policiers qui ont été brûlés en banlieue parisienne à Viry-Châtillon, des policiers qui sont victimes de violences, qui prennent des coups de couteau. Cette dame policière qui a été égorgée dans le commissariat à Rambouillet. On a des exemples tout le temps, tous les jours. Est-ce que souvent, quand on voit qu'il y a de la violence, que c'est des enfants qui commettent ces violences, est-ce qu'on n'oublie pas souvent ce côté humanitaire où on dit, mais on a des pères et des mères de famille qui sont victimes, et puis on a des enfants qui commettent des Le principal problème, on parle des enfants, le problème c'est l'éducation. L'éducation parentale est inexistante. Les enfants ont licencié leurs parents et il y a un problème de cadre. Les enfants eux-mêmes le disent. Il y a des études qui ont été faites sur Mayotte, notamment avec des mineurs qui ont été interviewés, qui ont participé à ces études. Et la première chose qu'ils revendiquent, c'est l'absence de cadre. L'absence de cadre familial, l'absence de cadre social. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils vivent en bande et se construisent avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux,
avec ces images de violence dont les réseaux sociaux sont alimentés quotidiennement et se construisent par rapport à ça. Le problématique de l'insularité, c'est qu'il n'y a pas de graduation. C'est ce qu'ils voient, les phénomènes de gang, les phénomènes de violence qu'ils voient aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, eux n'ont pas de graduation. C'est-à-dire qu'il y a un mimétisme et ils le font de manière démultipliée. Parce qu'en plus derrière, il y a cette problématique de pauvreté aussi, d'abandon, notamment pour la population clandestine. Et voilà, donc on se retrouve avec un cocktail détonnant qui est de plus en plus compliqué à endiguer. Et vous qui vivez là-bas à Mayotte, comment vous avez la mayonnaise, comment elle a fait pour prendre et jusqu'à ce qu'on arrive à ce point de non-retour? Alors ça c'est des situations qui ont été peut-être entretenues depuis fort longtemps, c'est pas aujourd'hui, mais aujourd'hui ça a pris une autre dimension parce que passant de voler de caillassage, de crachats, de insultes dans les bus ou de faire de bagarres intergénérationnelles, interquartiers, maintenant c'est caillasser, de brûler, de tuer, de tout. Donc c'est pourquoi que la réponse judiciaire n'était pas. Ensuite, le cadre, comme l'a dit mon collègue, c'est le cadre aussi, c'est la réponse aussi de l'institution, les mairies. Est-ce qu'ils ont bien aussi cherché des solutions là-dessus dans le quartier, dans leur quartier. Aujourd'hui aussi, sur le volet, quand je dis volet judiciaire, il y a le volet, la population autochtone de Mayotte, il y a la population immigrée. Souvent, la justice se mise que bon, ils ont le lien social, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas quoi. Sauf que on les laisse faire tout la loi et les autres, les jeunes autochtones, ils voient ça. Ils le répètent, c'est ce qui se passe actuellement à Mayotte. Mais donc, il y a aussi ce côté où on ramène, on prend les parents, on les envoie. Alors, moi, et on laisse les enfants à Mayotte. Moi, je ne suis pas dans cet jugement-là parce que c'est pas mon domaine. Parce que pour moi, aujourd'hui, quelle que soit l'issue, les parents n'est pas là et ils sont là. On le voit, les parents ils sont là, mais souvent les parents sont, il n'y a pas d'éducation parentale, il n'y en a pas, ils sont là, mais les enfants, vous croyez que les enfants qui sont dans les rues, ils ne dorment pas dans les rues. Il y a une absence d'autorité. Une absence de l'autorité parentale. Nous, dans le transport, moi je vois les enfants, ils viennent de la maison sans quoi, avec vraiment des chemises lamentables, avec ni carnet, ni qui que ce soit. Donc, c'est là. Donc, ça amène aussi à une autre vision de ces enfants-là. Ils voient l'autre qui habille normal, l'autre ne l'habille pas. Donc c'est ça, c'est aussi le minimum. Vous n'avez pas la situation sociale, oui, c'est vrai, parce qu'on voit au fond de forêt, de collines, ils habitent là-bas, ils ont peur de descendre, de ramener les enfants. Ils repoussent leurs enfants à aller à l'école comme ça. Donc c'est visiblement c'est ça. Donc le jugement de dire que les parents sont amenés en jouant les enfants là, non, c'est une mascarade, c'est une image qui veut être portée, mais les parents ils sont là, mais ils ont peur de leur autorité. Parce qu'eux aussi, ils sont en clandestinité, en situation irrégulière dans le pays. Ils n'osent pas sortir, aller prendre leurs responsabilités. Donc, dans ce volet-là, c'est ça qui nous met encore en genoux la situation de Mayotte aujourd'hui.
Mais ceux qui sont transportés, amenés, ils sont déjà en juin. Mais ceux qui restent, ils ne restent pas dans des petits bangas, mais ils sont chez leurs parents ou les responsables des parents parentaux qui sont là. Merci. Voilà, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.